Du cheval de Troie aux aventures d'Ulysse, l'épopée de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère a irrigué les imaginaires d'hier et d'aujourd'hui. Mais quelle place occupe le mythe, la fiction et la réalité archéologique? Aujourd'hui, Patrick Boucheron invite l'historienne Violaine Sébillotte-Cuchet à faire l'histoire de l'épopée homérique. Bonjour. Le vrai héros, le vrai sujet, le centre de l'Iliade, c'est la force. La force qui est maniée par les hommes, la force qui soumet les hommes, la force devant quoi la chair des hommes se rétracte. Ainsi commence un beau texte de la philosophe Simone Weil, paru en 1947, l'Iliade ou le poème de la force. Pour elle, comme pour nous aujourd'hui, l'épopée homérique se lit au présent. Mais comment en faire l'histoire? Peut-on placer dans une chronologie le roi Priam et la guerre de Troie? Les archéologues l'ont cru pendant longtemps, qui cherchaient sur la surface de la Terre les lieux, les traces et les vestiges de ce vieux champ. C'est toujours ainsi avec l'archéologie. Lorsqu'un objet sort de terre, il devient notre contemporain. Avant d'écouter Violaine Sébillotte, historienne des mondes grecs et des rapports de genre, transportons-nous au moment de la révélation archéologique, quand on retrouve, c'est bien le mot, le trésor de Priam, pris dans les tourments de notre monde d'après-guerre. Sous les bombes dévastatrices de la Seconde Guerre mondiale, à Berlin et ailleurs, des trésors archéologiques ont définitivement disparu. D'autres, par chance, ou du fait de déplacements inconnus, secrets, sans archives, refont surface des années plus tard. C'est le cas de ce trésor, dit de Priam, du nom du célèbre roi de l'épopée d'Homère. En 1993, ces 8000 objets archéologiques, bijoux et parures réapparaissent à Moscou, dans les réserves du musée Pouchkine, après avoir disparu de Berlin en 1945. Mais ces objets sont-ils vrais? Ou plutôt, sont-ils les témoins réels, matériels de l'Iliade et de l'Odyssée? Priam, Troie, Ulysse, Agamemnon, tout cela est-il vrai? Ont-ils vraiment existé? Revenons un peu en arrière. Nous sommes en 1873, sous le soleil du site d'Hisarlik, dans l'actuelle Turquie. En se fondant sur le texte de l'Iliade, cette année-là, l'archéologue allemand Heinrich Schliemann en est persuadé. Il vient de mettre au jour le palais de Priam. Autrement dit, il vient de prouver, selon lui, que ce que l'on pourrait croire être une fiction est en fait basé sur des faits, des personnages et des lieux réels. L'Iliade et l'Odyssée d'Homère ne seraient pas un texte mythologique, mais bien une source historique. L'archéologie dite homérique s'intensifie dans la deuxième moitié du XIXe siècle. En plus du trésor de Priam qu'il rapporte à Berlin, Heinrich Schliemann croit ainsi retrouver le site de Troie, les bijoux d'Hélène en Asie mineure, puis en 1874 à Mycène, le masque d'Agamemnon. Un nouveau mythe vient de naître, celui de l'attestation archéologique d'une fiction. Et toute une part de la culture du XIXe siècle va s'en retrouver irriguée. Déjà, les Grecs de l'Antiquité ne doutaient pas que la guerre de Troie avait eu lieu. Ils la situaient vers 1200-1100 avant Jésus-Christ et identifiaient les tombes à coupole de Mycène comme celles de la famille d'Agamemnon. Or, la fameuse tombe d'Agamemnon, qu'on appelle aussi le trésor d'Atrée, elle date du XIVe siècle avant Jésus-Christ, soit 2 siècles avant la guerre de Troie. Quant au masque d'or, il date du XVIe siècle, de cette période dite mycénienne, qui a produit aussi des céramiques dépeignant des guerriers et leur panoplie. On voit ici le casque en dents de sanglier, qui évoque celui que porte Ulysse dans l'Iliade. Le problème, c'est que cette culture est très antérieure à la datation communément admise pour la guerre de Troie. Par ailleurs, les tablettes d'argile inscrites en linéaire B, c'est une écriture syllabique qui transcrit du grec, elles décrivent toute une administration mycénienne bureaucratique, qui n'a donc rien à voir avec la société des chefs de guerre des poèmes homériques. Quant à la Troie fouillée par Schliemann, il s'agit d'une ville qui a été détruite en 2200 avant Jésus-Christ, soit un millénaire avant la date retenue par les anciens pour la guerre de Troie. Le niveau qui pourrait correspondre chronologiquement à la Troie d'Homère, il est très pauvre. Il ne peut s'agir donc du riche palais de Priam. Pour ces raisons, des historiens ont proposé de voir dans les poèmes homériques une description du monde post-mycénien, celui des âges dits obscurs, qui s'étendent entre 1100 et 750 avant Jésus-Christ,
environ. Cette période a laissé peu de traces, l'écriture a disparu, mais désormais elle connaît le fer, qui est un matériau présent aussi dans l'Iliade, donc ça pourrait coller. En revanche, elle ne connaît pas encore les institutions collectives, les assemblées de la cité, pourtant décrites dans l'épopée. Sur ce point, ça ne colle donc pas. Donc il faut s'y résoudre, aucune société connue ne correspond exactement à celle de l'épopée. Les poèmes homériques appartiennent à la fois à la fiction et à l'histoire. Et Homère dans tout cela, qui est-il? Gustave Flaubert, dans son dictionnaire des idées reçues, est catégorique. Pour lui, Homère n'a jamais existé. Dès le XVIIIe siècle, on se demande si cet auteur canonique, dont on sait peu de choses, est un nom d'emprunt, une fausse identité, un nom colporté à travers le temps. Bref, on se demande si l'Iliade et l'Odyssée a bel et bien un auteur en chair et en os. Les attaques catégoriques comme celle de Flaubert gargarisent d'ailleurs les fouilles archéologiques de la deuxième moitié du XIXe siècle. En plus de prouver l'existence des lieux de l'épopée homérique, des archéologues comme Heinrich Schliemann sont déterminés à prouver dans le même temps l'existence réelle d'Homère. Or, les fouilles entreprises par les archéologues chevronnés prouvent bien souvent que les descriptions des lieux et des personnages contenus dans l'Iliade et l'Odyssée accumulent des éléments postérieurs à l'époque historique qui aurait vu naître le poète. Si nous ne pouvons pas assurer qu'Homère a bien existé, nous pouvons comprendre, en faisant l'histoire de l'épopée homérique, qu'il s'agit d'un récit basé sur une matière orale évanescente, difficile à tracer, qui a sans doute connu son premier bouche à oreille entre le 19e et le 12e siècle avant notre ère. Le texte que nous connaissons est une fixation, un moment où il aurait été arrêté, figé par l'écriture. Cela, nous pouvons le dater. C'était sous le règne du tyran Pisistrate à Athènes au VIe siècle avant notre ère. Homère, s'il a existé, est avant tout un passeur de mémoire, d'une mémoire orale qui s'enfonce à travers les âges. Aujourd'hui, notre version des épopées est le résultat d'un double processus. D'une part, la fixation d'une version dite authentique à Athènes au VIe siècle et qui fut sans doute remodelée au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et d'autre part, la reconstitution sur la base des manuscrits du Moyen-Âge et des papyrus de la fin de l'Antiquité d'une version validée par les scientifiques comme étant la bonne version, celle qui fait foi si l'on veut lire Homère et l'étudier. Or, aucun de ces processus liés à l'écrit ne nous met en face de la réalité de la situation de communication qui était celle des poèmes homériques, celle d'une prestation orale entre un public et un musicien, Laède, lequel connaissait par cœur le texte épique, mais savait aussi improviser pour mieux capter l'attention de ses auditeurs. Et c'est cette articulation de l'écrit et de l'oral qui explique que l'existence même d'Homère a posé problème aux scientifiques. Si la transmission a été orale avant d'être fixée par l'écrit, ne doit-on pas plutôt parler de co-auteur? Impossible à distinguer. Si le nom d'Homère signifie « l'assembleur », c'est son nom en grec, cela veut-il dire qu'un poète, Homère, a un jour réuni les histoires accumulées dans une tradition poétique collective afin d'en tisser pour l'écrit une unique épopée? Ou bien cela veut-il dire qu'Homère est tout simplement un nom d'auteur générique? Le débat reste ouvert. Et cette culture homérique se retrouve au cœur des découvertes archéologiques. Encore faut-il l'identifier convenablement. Prenons l'exemple amusant de la coupe de Nestor. Au 11e livre de l'Iliade, le roi de Pylos, le vieux Nestor, revient du combat. Sa captive, Écamédée, lui sert à boire dans une très belle coupe enrichie de clous d'or, qui en plus d'être lourde et difficile à soulever, avait 4 anses. Sur chacune d'entre elles, 2 colombes d'or semblaient manger. Voilà pour le texte d'Homère. Or, en 1954, sur l'île d'Ischia, en Italie, des archéologues mettent au jour le site de Pithecus et y découvrent une mystérieuse coupe. On la voit ici. On peut y lire une surprenante inscription qui fit frémir les archéologues et les passionnés de l'épopée homérique. La coupe semble parler, s'adresser à ses découvreurs. Il est écrit en toutes lettres « Je suis la coupe de Nestor ». Mais cette découverte, justement, semble nous indiquer autre chose.
Il s'agit d'une coupe banale datant du 8e siècle, trouvée dans la tombe d'un adolescent. Nous ne sommes pas à Pylos, mais bien en Italie, bien loin du possible lieu de vie du mythique Nestor d'Homère. Cette inscription nous indique plutôt que la culture homérique s'est étendue à travers le temps et l'espace, que Nestor, comme nos héros cinématographiques ou télévisuels, s'est installé dans une culture populaire, partagée. On peut même imaginer qu'une telle inscription, en référence au vieux soldat Nestor et à cette coupe difficile à porter et à boire, était une plaisanterie potache de banquet. Les spécialistes ne sont pas d'accord sur l'interprétation des vers inscrits sur la coupe. Et on voit ici un morceau donc de l'inscription. Serait-ce une forme d'incantation magique? Ou bien s'agit-il d'un graffiti humoristique qui joue sur le décalage avec la somptueuse coupe de Nestor décrite dans l'Iliade? Dans cette perspective, une nouvelle traduction a été proposée en 2011, à partir du texte qui a donc été reconstitué ici. Nestor qu'on lit ici, c'est la coupe de Nestor. Cette nouvelle traduction indique « Laisse de côté la coupe de Nestor, si excellente soit-elle, mais quiconque boit à cette coupe-ci sera immédiatement saisi du désir d'Aphrodite à la belle couronne. » Alors ce qui est intéressant, c'est que l'on constate que les poèmes homériques ne font pas l'objet d'une vénération particulière. On peut prendre les héros pour modèle, mais on peut aussi s'en détourner et tourner en dérision ceux qui prétendraient se comporter en héros. La coupe est fruste, et celui qui la tient n'a rien d'un héros, même s'il prétend l'être. Mais en tant qu'objet, la coupe indique aussi l'importance du banquet comme lieu de diffusion de la poésie homérique. Dans le banquet, les convives rivalisent de culture avec des traits d'esprit. Il se pose sans doute cette question, qui sait à quoi ressemble la vraie coupe du Nestor homérique? Qui parmi nous est capable de répondre? Nous ne le saurons sans doute jamais. Il nous reste cependant cette culture diffuse, visuelle et fictive qui irrigue notre propre histoire contemporaine. La culture homérique a été, entre autres, réappropriée dans la culture dite populaire au profit d'une masculinité à la fois virile, guerrière, musculeuse et conquérante. Les acteurs hollywoodiens sont venus remplacer les sculptures d'hier. Mais cette révision des mythes à grands coups de testostérone ne nous dirait-elle pas autre chose de la culture homérique ? L'univers homérique est un univers d'hommes virils qui redoutent d'être traités de femmelettes, la honte, et où les femmes restent à la maison craignant la mort de leur protecteur et par conséquent le viol et la réduction en esclavage. Voilà l'image qu'on a de la société homérique. Mais est-ce uniquement cela ? Nous n'avons pas encore évoqué le fait que les deux poèmes homériques s'intègrent dans une culture bien plus vaste. Des tragédies d'Échille décrivant le meurtre d'Agamemnon par Clytemnestre, jusqu'au résumé par le savant byzantin Photius d'une épopée perdue qui évoquait la mort de Penthésilée, la reine des Amazones tombée sous l'épée d'un Achille défaillant d'amour. Nombreuses sont les histoires qui finalement mettent en scène les héros homériques d'une manière qui complexifie ce que nous appelons la masculinité virile. D'ailleurs, dans les Troyennes d'Euripide, jouées à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, la même Andromaque à qui Hector dit que sa place est à la maison, prend la parole pour donner son point de vue. Tout en offrant l'apparence d'une femme discrète et obéissante, elle sait, dit-elle, l'emporter sur son époux lorsqu'elle le veut. Donc on le voit, les Grecs jouaient sur les stéréotypes de la culture homérique et laissaient entendre la petite musique d'une autre réalité plus complexe. Ainsi aussi les Amazones, dotées de qualités guerrières aussi exceptionnelles que celles des plus grands héros. Pour certains, de telles descriptions sont la preuve que les poèmes étaient récités devant et pour des auditoires de femmes, voire même qu'Homère était une poétesse. Alors, sans aller jusque-là, nous pouvons néanmoins affirmer que la culture homérique est bien plus riche que l'univers machiste à laquelle elle est souvent réduite. Ainsi, la question de quand date Homère ne tolère pas une réponse unique. Depuis la civilisation mycéenne et les siècles obscurs de la Grèce archaïque, Homère ne cesse de se transmettre et de se transformer. Il revient, comme Ulysse, si l'on veut bien se souvenir que l'Iliade est le poème de la force et l'Odyssée, le poème du retour. Cela me fait penser à un très beau roman, dont je vous conseille la lecture, Le dossier H d'Ismaël Kadaré. Nous sommes dans l'Albanie des années 30 et deux spécialistes d'Homère enregistrent les derniers rhapsodes capables d'improviser de longs récits
en s'accompagnant d'une viole, car ils pensent, comme Milman Parry et Albert Lord, dont le romancier s'inspire, que les conteurs albanais sont les dépositaires d'une très longue tradition qui remonte à Homère. C'est un roman sombre et drôle, car nos deux homéristes seront bientôt pris pour des espions par un régime politique brutal. Toujours la force des hommes. Au revoir.